Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Je reviens à parler de Monumental Duel. Monumental Duel est un jeu pour 2 joueurs, la durée de partie de 60 à 90 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de Matthew Douston et il est édité par Funforge. De nombreux illustrateurs ont participé au jeu, je vous mettrai en description de la vidéo la liste de tous les illustrateurs. C'est un jeu qui vous pousse à travers une course effrénée pour être la civilisation la plus brillante à travers 3 âges, de l'ère antique à l'ère moderne. Vous allez développer votre empire en construisant des bâtiments, des merveilles, recruter des troupes, conquérir des provinces adverses, tout en renforçant vos connaissances scientifiques et en protégeant vos frontières. Mais ce qui rend le jeu unique, ce sont les 3 boîtes. En effet, chaque boîte propose un module différent qui vous permet d'enrichir le jeu. Avec le module d'exploration, envoyez votre ambassadeur découvrir de nouvelles terres et récupérer des ressources précieuses afin de faire prospérer votre civilisation. Avec le module de négoce, négociez avec les cités libres afin de devenir leur partenaire commercial et apporter des ressources qui feront du bien à votre civilisation. Et finalement, avec le module d'espionnage, créez des révoltes, espionnez votre adversaire afin d'assurer votre domination. À savoir que les 3 boîtes sont entièrement compatibles, vous pouvez mélanger les différents modules ainsi que les différentes civilisations. Et cela vous garantit donc une rejouabilité exceptionnelle. Le jeu se joue en plusieurs manches et à la fin de la partie, c'est celui avec le plus de points de victoire qui remportera la victoire. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous expliquer comment lire les cartes, leur anatomie, comment elles fonctionnent. Ensuite, je vous expliquerai les règles complètes du jeu en me servant de la boîte espionnage. Puis, je vous expliquerai comment fonctionne la boîte exploration. À la fin, je vous expliquerai comment fonctionne la boîte négoce. Et finalement, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Donc ça, ce sont les cartes que vous allez retrouver dans le jeu. Vous avez ici des cartes connaissances, ici des cartes bâtiments, les cartes merveilles, les cartes unités, les cartes politiques culturelles, les cartes provinces, et pour cette boîte-là, les cartes espionnage. À cet endroit-là, vous allez trouver le nom et le type de la carte, ainsi que l'ère et la civilisation auquel elle appartient le cas échéant. Ici, vous retrouvez les symboles de civilisation, et ici, par exemple, vous trouverez à quelle ère appartient cette carte. Ici, comme par exemple ici ou encore là, ce sont les effets quand la carte est utilisée. Ce que vous avez là et là, ce sont des effets bonus. Ici, vous le retrouvez également là, ou encore là, c'est le coût d'acquisition d'une carte. À cet endroit-là, et même ici, vous avez les ressources gagnées lorsque la carte est activée. Ici, le type de province, et vous retrouverez en bas de chaque carte, dans chaque boîte, le symbole du module. Ici, le module espionnage. Ici, on se retrouve avec les cartes civilisation de départ. Les cartes civilisation de départ se composent comme suit. De 14 cartes bâtiments, ainsi que d'une carte connaissance, de 5 cartes politique culturelle, d'un chef de guerre, ainsi que d'un ambassadeur. Maintenant, je vais vous faire une mise en place et nous allons passer à l'explication des règles. Et nous voilà avec la mise en place. Avant toute chose, je tiens à vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et ça motive. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Vous avez également la petite cloche pour être prévenu de chaque fois qu'il y a une vidéo qui est en ligne. À chaque fois, ça motive et ça donne envie de continuer. Donc déjà, je tiens à vous dire merci. N'hésitez pas à faire tout ça. Bon, une fois que ceci est dit, quel est le but du jeu premièrement? Dans Monumental Duel, chaque joueur dirige une civilisation. Vous allez développer votre civilisation en élevant de nouveaux bâtiments et merveilles dans votre ville. Vous améliorez vos connaissances scientifiques et votre développement culturel et vous allez utiliser votre pouvoir militaire pour conquérir de nouvelles provinces. Gérez soigneusement votre ville en développant ses capacités, en maintenant ses structures existantes et en supprimant les composants obsolètes. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points remporte la victoire. Pour la mise en place, vous allez commencer par trier les cartes de développement par R. 1, 2 et 3. Vous avez des séparateurs, comme ceci. Et vous mélangez chaque pile séparément avec les cartes de séparation des airs sur le dessus de chaque pile correspondante. Vous empilez ces 3 piles face cachée pour former un paquet de cartes développement. Vous placez les cartes de l'ère moderne, la 3e en bas, celle de l'ère médiévale, la 2e au milieu, et celle de l'ère classique, la 1re tout en haut. Vous placez le paquet de cartes de développement à côté de la zone de jeu. Vous allez tirer les 6 premières cartes du paquet développement pour créer la pile de développement. Vous réservez un espace pour la pile de défausse à côté des cartes du paquet. Ensuite, en dessous, vous triez les cartes bâtiments de base, atelier, laboratoire, forge ainsi que barricade. Vous placez ces 4 piles séparées en ligne face visible sous le paquet de développement. Spécifique à la version espionnage, vous allez placer à côté les cartes révolte. Toujours spécifique à la version espionnage, vous donnez à chaque joueur le même jeu de cartes de 5 cartes espionnage. Il y a une basique et 4 avancées. Vous allez placer ces cartes espionnage face visible à côté de votre cité, dans n'importe quel ordre, avec la carte espionnage basique sur le dessus. Vous pouvez consulter vos cartes d'espionnage à tout moment, mais vous ne pouvez pas changer la carte qui se trouve sur le dessus. Pour la mise en place de votre cité, chaque joueur va choisir une civilisation. Vous remettez les autres cartes civilisation non utilisées dans la boîte. Dans chaque boîte de Monumental Duel, vous avez de nouvelles civilisations. Elles peuvent toutes être jouées les unes contre les autres. Vous prenez donc les composantes de votre civilisation, les 15 cartes civilisation, 5 cartes politiques culturelles, une carte de scout, ainsi qu'une carte de général. Vous mélangez vos cartes civilisation et vous distribuez une grille de 3 par 3
qui va composer votre cité. Vous distribuez les cartes une par une, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Vous faites comme ceci. Si vous distribuez une carte connaissance comme ici, vous placez la carte suivante dessus. Vous placez vos cartes civilisation non distribuées face cachée à côté de votre ville. Ça va être votre paquet de villes. Vous pouvez laisser un espace libre à côté pour une pile de défausse. Ensuite, vous placez en haut votre général ainsi que votre ambassadeur. Et vous les placez face visible. Vous laissez un espace libre près de votre ambassadeur pour votre pile de province. Ensuite, vous placez vos cartes politiques culturelles face cachée à côté de votre cité. C'est votre deck de culture. Vous pouvez consulter ces cartes aussi souvent que vous le voulez. Vous allez placer les différents jetons à portée de tous les joueurs. Il y a ici, ce sont les jetons science. Ici, ce sont les jetons militaires, les jetons action, les jetons production, les jetons culture, et ici, nous avons les jetons or. Et spécifique à cette boîte, vous avez les dés ici et les jetons points de victoire. Chaque joueur prend ensuite 2 ors, ainsi que ce qu'on appelle un dé agent, et vous les placez à côté de votre cité. Puis vous placez la carte avantage au milieu de la table, la flèche ne doit être orientée vers aucun des joueurs. Le joueur qui a été à l'étranger le plus récemment devient le premier joueur et prend le marqueur premier joueur. Une fois ceci fait, vous allez être prêt à jouer. Pour la combinaison des boîtes, le jeu Monumental Duel est composé de plusieurs boîtes, chacune proposant de nouvelles civilisations et modules de jeu. Chaque civilisation peut être jouée avec n'importe quelle boîte, que ça soit négoce, espionnage ou exploration, elles peuvent toutes être mélangées. Pour aller plus loin, vous pouvez également mélanger les paquets de cartes développement de 2 ou 3 boîtes. Pour ce faire, vous séparez les cartes de développement de chaque boîte par ère et par type, connaissance, bâtiment, merveille ainsi que province, et vous trouverez dans le livret de règles comment constituer vous-même vos propres decks en fonction des aires et des cartes qu'il faut y mettre. Lorsque vous combinez des boîtes, vous ajoutez les modules qui correspondent, et pour chaque boîte que vous utilisez, vous mettez en place le module qui correspond. Ici, je vous le redis, c'est le module d'espionnage. Donc vous pouvez par exemple mettre en place le module d'espionnage ainsi que le module de commerce ensemble, ou même les 3 ensemble si vous désirez. Ce qui veut dire que dans des parties où vous utilisez 2 ou 3 boîtes, vous aurez 2 ou 3 modules de jeu. C'est lorsque vous utilisez votre ambassadeur que vous allez effectuer les actions spécifiques à chaque module. Comment fonctionnent les différentes ressources? Pour atteindre votre objectif, vous allez utiliser 3 ressources de base. Vous avez la production, qui est utilisée pour construire des bâtiments et des merveilles. Vous avez la science, qui est utilisé pour acquérir de nouvelles cartes de connaissances et réaliser des progrès scientifiques. Et vous avez finalement le militaire, qui est utilisé pour conquérir des cartes provinces. Pendant la partie, pour chaque ressource de base que vous générez, vous prenez autant de jetons de la réserve générale et vous les placez à côté de votre réserve. Attention, ces ressources de base ne peuvent pas être conservées pour les tours suivants. À la fin du tour, vous perdez toutes vos ressources de base non dépensées et vous le remettez dans la réserve générale. Bien entendu, les réserves ne sont pas limitées. Si vous venez à manquer 2 jetons, vous pouvez prendre autre chose pour les remplacer. Il y a ce qu'on appelle des ressources additionnelles, qui vont être la culture, qui est utilisée pour développer des politiques culturelles, ainsi que l'or. L'or peut remplacer n'importe quelle ressource de base, production, science ou militaire, mais il ne peut pas remplacer la culture. Lorsque vous gagnez de l'or ou de la culture, vous les prenez également de la réserve et vous les ajoutez à votre réserve. Contrairement aux ressources de base, ces ressources ne sont jamais perdues à la fin du tour. Vous pouvez les dépenser à tout moment durant le tour en cours ou lors de tours ultérieurs. Comment se passe un tour de jeu? Le jeu se déroule en une série de tours. Chaque tour se compose des phases suivantes. L'activation de la ville, puis vous allez effectuer des actions à tour de rôle, puis la fin du tour. Chaque phase est effectuée complètement avant de passer à la phase suivante. Une fois toutes les phases complétées, vous passez au tour suivant. Donc la première phase va être l'activation de la ville. Le premier joueur active sa ville en premier, suivi de son adversaire. Lorsque vous utilisez votre ville, vous allez choisir une rangée ainsi qu'une colonne de cartes à utiliser pour ce tour, puis vous tournez chaque carte. Si vous activez une carte attachée à une carte connaissance, comme ça peut être le cas ici, vous activez à la fois la carte connaissance et la carte placée dessus. Si vous activez une carte dont l'effet commence par lorsque cette carte est activée, vous appliquez l'action et vous placez un jeton d'action dessus pour marquer que cette action a été effectuée. Si vous avez activé des cartes ou des politiques culturelles actives dont l'effet commence par pendant l'activation de la ville, appliquez l'effet et vous placez également un jeton d'action dessus pour marquer que l'action a été effectuée. Et vous gagnez toutes les ressources indiquées dans le coin supérieur droit de chaque carte activée. Par exemple, je pourrais décider d'activer cette rangée-là, ainsi que cette colonne-là. Et donc, je ferai les différents effets des cartes, je prendrai les ressources qui sont indiquées. Je vous rappelle, c'est ici, par exemple, je gagnerai là, là, ici, ainsi que là, car j'ai activé les cartes. Spécifique à cette boîte-là, vous avez les cartes révolte. À chaque fois que vous activez ou utilisez une carte révolte, elle est replacée dans la piste révolte. Chaque carte révolte présente dans vos cartes à la fin de la partie vaut moins 1 point. Une fois que chaque joueur a tué sa ville, on va effectuer des actions. Chaque tour est composé de plusieurs tours de joueurs. À partir du premier joueur, chaque joueur choisit une action à effectuer durant son tour. Lorsque le joueur termine une action, son tour prend fin et le tour de l'adversaire commence. Les tours alternent entre les joueurs jusqu'à ce que les 2 joueurs aient effectué toutes leurs actions. Les différentes actions possibles sont les suivantes. Acquérir une carte développement ou un bâtiment de base, compléter une merveille, développer une politique culturelle, utiliser votre politique culturelle, conquérir une province adverse, utiliser l'effet d'une carte activée,
accomplir un progrès scientifique, prendre l'avantage, utiliser votre chef de guerre, utiliser votre ambassadeur et finalement passer votre tour. La plupart des cartes sont limitées à une utilisation par tour. Lorsque vous les utilisez, vous placez un jeton d'action dessus pour vous rappeler que son effet a déjà été utilisé durant ce tour. Vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau pour une action future dans le même tour. Certaines actions peuvent déclencher des effets automatiques sur les cartes avec un texte commençant par « à chaque fois que » par exemple. Ces effets ne sont pas considérés comme une action et doivent être immédiatement exécutés avant la fin du tour du joueur. Par contre, une fois que vous effectuez l'action passer votre tour, vous ne pourrez plus effectuer d'autres actions durant ce dernier. Votre adversaire peut alors faire autant d'actions qu'il le souhaite, jusqu'à ce qu'il passe son tour, moment auquel cette phase prend fin et vous passerez à la phase suivante. Vous pouvez utiliser un or pour remplacer n'importe quelle ressource de base, production, science ou militaire, mais pas en remplacement de la culture qui ne compte pas comme une ressource de base. La première action possible est acquérir une carte de développement ou un bâtiment de base. Pour développer votre cité, vous pouvez acquérir les nouvelles cartes bâtiments, connaissances, provinces ou merveilles, soit depuis la piste de développement, soit parmi les bâtiments de base. Je vous rappelle, la piste de développement est ici, les bâtiments de base sont là. Le coût d'acquisition est indiqué sur la carte en bas à gauche. À chaque fois, c'est rappelé ici. Si vous achetez une carte bâtiment, que ce soit un bâtiment de base ou un bâtiment qui est disponible ici, vous allez payer le coût indiqué sur la carte. Puis ensuite vous prenez la carte et vous la placez face cachée sur le dessus de votre paquet ville. La seule exception, ce sont les barricades qui sont placées dans votre pile de province. Si une pile de bâtiments de base est épuisée, vous ne pourrez plus acquérir des cartes de ce type. Pour acquérir une carte connaissance, vous payez le coût en science indiqué sur la carte, puis vous prenez la carte et vous la placez face cachée au sommet de votre pioche cité. Ici, ce sont les cartes connaissances. Pour les cartes province, vous allez payer le coût militaire indiqué sur la carte pour la conquérir. Puis, vous prenez la carte et la placez face visible au sommet de la pile des provinces près de votre cité, l'espace que vous avez laissé à côté de votre ambassadeur au début de partie. Et vous gagnez immédiatement les bonus indiqués sur la carte. Lorsque vous acquérez des provinces ou des barricades, vous les placez sur cette pile, de manière à rendre visible la partie inférieure de chaque carte. L'ordre des cartes est important et il peut être modifié. C'est-à-dire que si je commence à prendre cette carte-là, je la mets comme ceci, et si après je prends une barricade, je la mettrai comme ceci. À chaque fois, je paie le coût, bien entendu. Car il existe 3 types de provinces. Les provinces montagneuses, les provinces côtières, ainsi que les provinces agricoles. Certaines cartes vous donnent des bonus si vous contrôlez un type de province spécifique. Cela concerne toujours toutes les provinces de votre pile de province et pas seulement celles du sommet. Le type de province est indiqué ici. Vous avez ici les cartes merveilles. Une merveille se construit en 2 étapes. Il faut d'abord l'acquérir, puis ensuite la compléter. Pour acquérir une merveille, vous payez le coût en production indiqué sur la carte, le cercle le plus à gauche, donc ici. Vous posez la carte à côté de votre cité et vous placez un pion construction de merveille sur le cercle gauche. C'est ces jetons-là. Attention, car vous ne pouvez construire qu'une seule merveille à la fois, et si vous en acquérez une seconde, vous devez choisir celle que vous souhaitez conserver et requérir l'autre du jeu. C'est-à-dire que si je décide d'acheter celle-là, je la place à côté de ma cité, et je mets un jeton comme ceci. Ensuite, vous pouvez compléter une merveille. Vous pouvez compléter une merveille que vous avez déjà commencé à construire en payant le coût en production de la seconde section, celui qui est indiqué ici. Lorsque vous complétez une merveille, vous gagnez immédiatement le bonus de la carte. Si vous devez gagner des ressources, vous les prenez de la réserve, puis vous placez la carte merveille face cachée au sommet de votre pioche cité. Et vous défaussez le pion construction. Vous pouvez également développer une politique culturelle. Pour développer des politiques culturelles permet d'obtenir des actions ou des compétences supplémentaires. Vous pouvez développer une carte politique culturelle parmi les 5 de votre civilisation, vous choisissez celle que vous voulez développer et vous dépensez pour cela des jetons culture. Le prix augmente au fur et à mesure de votre développement. La première politique culturelle que vous développez coûte 1 jeton culture, la deuxième 2 jetons culture, et ainsi de suite. Quand vous développez une politique culturelle, vous la placez face visible près de votre cité et vous gagnez immédiatement le bonus qui est indiqué. Certaines cartes politiques culturelles confèrent un effet permanent qui reste actif jusqu'à ce que vous mettiez en place une nouvelle politique culturelle. Lorsque vous allez en développer une nouvelle, vous le recouvrez la carte précédente et l'effet est remplacé par celui de la nouvelle carte. Vous gagnez immédiatement le bonus de la nouvelle carte plus le bonus des cartes précédentes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les cartes vont s'empiler. Il n'y a que cet effet-là qui est disponible, mais par contre, vous prenez les bonus. Dans cette boîte, vous allez retrouver la civilisation mongole. Et les Mongols ont une particularité liée à cela. Au lieu de les empiler à côté de leur cité, les Mongols placent leur politique culturelle à côté d'une ligne ou d'une colonne. Les 3 premières politiques développées sont placées à côté de lignes différentes, tandis que les 2 dernières sont placées sous des colonnes différentes. Par exemple, 1 à 3 ici, et 4 à 5 en dessous. L'activation d'une ligne ou d'une colonne active aussi la politique culturelle qui est liée à celle-ci. Contrairement aux cartes de la cité, les politiques activées restent à côté de la ligne de la colonne et ne sont pas défaussées à la fin du tour. Lorsqu'une nouvelle politique est développée, son effet bonus ainsi que les effets de toutes les politiques précédemment développées sont acquis comme d'habitude. Une autre action possible est utiliser votre politique culturelle. Si votre politique culturelle active un effet unique, vous pouvez l'utiliser comme une action pendant votre tour. Vous placez à ce moment-là un jeton action dessus pour l'indiquer. Vous pouvez également conquérir une province adverse. Vous pouvez conquérir la carte au sommet de la pile de provinces de votre adversaire en payant la réserve le coût militaire indiqué sur la carte. Le coût militaire est indiqué ici. Si la carte de votre adversaire
à une ou plusieurs barricades sur la carte province, cela augmente le coût de la province militaire de 2. Vous devez payer l'intégralité pour pouvoir la conquérir, c'est-à-dire que là, je devrais payer 3 plus 2. Je prends cette carte-là et je la mettrai au-dessus de ma pile. Vous pouvez également utiliser l'effet d'une carte activée dans votre cité. Vous choisissez une carte qui est activée dans votre cité et vous utilisez son effet. Chaque fois que vous utilisez l'effet d'une carte comme action, vous placez un jeton action dessus pour l'indiquer. Certaines cartes ont des effets permanents ou qui se déclenchent lorsqu'un autre survient. Ces effets sont considérés comme actifs dès que la carte est activée dans votre cité, dès qu'elle est inclinée, ou s'il s'agit d'une politique culturelle active. Elles n'ont pas besoin d'un jeton action pour être jouées. Vous allez pouvoir accomplir un progrès scientifique. Vous allez payer 2 sciences pour piocher et utiliser la carte au sommet de votre pioche cité. Une fois que vous avez résolu tous ces effets, vous la défaussez dans votre défausse de cité. Par exemple, je pourrais payer 2 sciences pour piocher cette carte, je la retourne. Là, j'aurai pas de chance parce qu'il n'y a pas d'effet. D'où l'intérêt de placer ces cartes au-dessus de sa pioche. Notre action possible est de prendre l'avantage. Au début de la partie, aucun joueur n'a l'avantage. Avoir l'avantage permet d'utiliser votre chef de guerre et peut accroître l'effet de certaines cartes. Pour prendre l'avantage, vous devez payer en une fois une quantité d'une ressource de base de votre choix. Vous pouvez utiliser l'or comme substitut. Et vous placez les jetons ressources correspondants sur la carte. Ensuite, vous orientez la carte vers vous pour indiquer que vous avez l'avantage. Tant que la flèche est orientée vers vous, vous aurez l'avantage. Si votre adversaire a l'avantage, vous devez payer un montant de ressources supérieur à celui présent sur la carte. Vous devez utiliser la même ressource que lui. C'est-à-dire que si, imaginons que je paye une ressource comme ceci, je prends l'avantage. Si mon adversaire veut prendre l'avantage, il doit payer 2 ressources du même type. Une autre action possible est d'utiliser votre chef de guerre. Chaque chef de guerre est unique à sa civilisation. Si vous avez l'avantage, vous pouvez utiliser votre chef de guerre une fois par manche. Lorsque vous utilisez l'action de votre chef de guerre, vous placez un jeton action sur la carte pour indiquer que vous l'avez utilisé. Vous allez également pouvoir utiliser votre ambassadeur. Une fois par manche, vous pouvez faire l'action d'utiliser votre ambassadeur. Lorsque vous utilisez cette action, vous placez un jeton action dessus pour indiquer son utilisation. L'action de votre ambassadeur dépend du module joué durant la partie. Ici, l'action possible est l'action d'espionner. Chaque joueur peut utiliser l'action de son ambassadeur une fois par manche. Vous allez placer un jeton d'action dessus, puis au choix, vous allez faire l'action soit d'entraîner ou de déployer. Si vous choisissez d'entraîner, vous prenez un dé agent de la réserve et vous le placez dans votre réserve. Vous pouvez avoir au maximum 3 dés dans votre cité. Si vous choisissez de déployer, par contre, vous lancez tous vos dés agents, et après chaque lancer, vous pouvez choisir de relancer n'importe quel dé en payant une ressource de base ou un or. Vous pouvez relancer tant que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Lorsque vous avez arrêté de lancer chaque dé, vous effectuez l'effet correspondant à son numéro sur la carte espionnage active, que vous retrouvez à cet endroit-là. Finalement, la dernière action possible est de passer votre tour. À votre tour, au lieu de faire une action, vous décidez de passer. Si vous le faites, vous ne pourrez plus faire d'action durant cette manche. Vous défaussez les cartes activées de votre cité, ainsi que toutes les ressources de base. Vous gardez seulement l'or et le jeton culture. Lorsque les 2 joueurs ont passé, vous pouvez démarrer la fin de la manche. À la fin de manche, vous allez effectuer les étapes suivantes avant de commencer une nouvelle manche. Toutes ces cartes-là auront été donc défaussées. Et vous allez reconstituer avec votre pioche votre cité. Et vous faites également comme ceci pour la compléter. Donc là, j'enlève celle-là. Je ferai comme ceci. Là, je reprendrai donc ma défausse, je la mélange bien entendu, et je complète ma cité. Si vous tirez une carte connaissance, vous la placez dans votre cité, puis vous tirez immédiatement une seconde carte, et vous la placez en dessus en laissant l'effet de la carte connaissance visible. Les cartes rebelles sont distribuées comme n'importe quelle autre carte de votre cité. Vous les placez comme vous le feriez normalement, vous pouvez les placer au-dessus d'une carte connaissance comme d'habitude. Si à ce moment du jeu, si vous devez piocher une carte et que votre pioche de cité est vide, vous mélangez votre défausse pour former une nouvelle pioche. Par contre, si votre défausse est vide, vous devez laisser des espaces vides dans votre cité. Il peut arriver qu'une carte connaissance se retrouve seule, sans bâtiment ni merveille. Dans ce cas précis, elle peut être activée comme une carte normale. Par contre, si votre défausse ne contient que des cartes connaissance, ne les mélangez pas et vous laissez vides les espaces que vous ne pouvez pas remplir. S'il reste 3 cartes ou moins sur la piste développement, vous décalez les cartes restantes vers la droite pour combler les espaces, puis vous complétez la piste de droite à gauche jusqu'à avoir 6 cartes. S'il reste plus de 3 cartes sur la piste de développement, vous défaussez les cartes face visible perpendiculairement en partant de la droite pour qu'il ne reste plus que 3 cartes. Puis vous décalez les cartes restantes vers la droite. Vous prenez de nouvelles cartes dans la pioche de développement et vous complétez la piste de droite à gauche jusqu'à en avoir 6. Les aires ne comptent pas lorsque vous complétez la piste de développement. Lorsque vous révélez une carte de séparation d'air, bien entendu, vous la rangez dans la boîte. Je vous rappelle que vous ne complétez pas la piste de développement, vous ne complétez la piste de développement qu'à la fin de la manche, et non pas au fur et à mesure que vous allez acquérir des cartes. Si un joueur détient l'avantage, vous remettez dans la réserve un jeton ressource de la carte avantage. C'est-à-dire que s'il y a 2 jetons ici et que quelqu'un a l'avantage, un des 2 jetons retourne dans la réserve. S'il reste des ressources sur la carte, le joueur détient toujours l'avantage. Si vous avez retiré le dernier jeton ressources, vous faites pivoter la carte avantage pour que la flèche ne soit plus en direction d'un joueur. Donc là, vu qu'il n'y en a qu'un, ça serait enlevé.
et on passerait comme ceci. Plus personne n'aurait l'avantage pour la prochaine manche. Le joueur qui détient le marqueur premier joueur le donne à son adversaire qui sera le premier joueur pour la prochaine manche. Puis vous commencez une nouvelle manche. Comment se passe la fin de partie? Si après l'étape de compléter la piste développement, il reste 4 cartes ou moins sur la piste développement, la fin de la partie est déclenchée et vous jouez donc la dernière manche. Et vous allez faire un compte des points et celui avec le plus de points remporte la partie. Vous allez compter les points de la manière suivante. Chaque province contrôlée vous rapporte 1 point. Chaque connaissance acquise vous rapporte 1 point. Chaque merveille complétée vous rapporte 2 points. Chaque politique culturelle développée vous rapporte 2 points. Chaque point de victoire que vous avez ramassé au cours de la partie vous rapporte 1 point. Chaque révolte dans votre deck, c'est moins 1 point. Les cartes archivées, les barricades, les merveilles incomplètes, ainsi que les jetons culturels ne rapportent pas de points. Le joueur qui a le plus grand nombre de cartes dans chaque catégorie gagne également un bonus. Le joueur qui a le plus de provinces contrôlées gagne 3 points. Le joueur qui a le plus de connaissances acquises gagne 3 points. Le joueur qui a le plus de merveilles gagne 3 points. Le plus de politique culturelle, il gagne également 3 points. En cas d'égalité dans une catégorie, les 2 joueurs marquent chacun 3 points. Le joueur qui a le score le plus élevé gagne. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a l'avantage qui gagne. Si aucun des joueurs n'a l'avantage, le joueur qui a le plus d'or restant gagne. S'il y a toujours égalité, c'est celui avec le plus de culture qui gagne. Et si après tout cela vous êtes encore en égalité, vous allez partager la victoire. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez également ici le rappel des points de victoire sur une aide de jeu. Et ici, vous avez la liste des actions. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Une partie se déroule en plusieurs manches. Une manche se compose des phases suivantes. Une activation de la cité, puis vous effectuez des actions que vous allez faire à tour de rôle. Les actions possibles sont acquérir une carte développement ou un bâtiment de base, compléter une merveille, développer une politique culturelle, utiliser l'effet d'une politique culturelle active, conquérir la province d'un adversaire, utiliser l'effet d'une carte activée dans votre cité, accomplir un progrès scientifique, prendre l'avantage, utiliser votre chef de guerre, utiliser votre ambassadeur et passer. Une fois que vous passez, vous ne pouvez plus faire d'action lors de ce tour. Lorsque tous les joueurs ont passé, on passe à la fin de la manche. Et si à l'étape où vous complétez la piste, il reste 4 cartes ou moins, sur la piste de développement, la fin de la partie est déclenchée et vous allez jouer la dernière manche. À la fin de la partie, vous faites un compte des points et le joueur avec le plus de points remporte la victoire. La boîte espionnage propose 3 peuples, comme chaque boîte qui propose 3 peuples. Vous trouverez les Aksumites, qui ont une règle de jeu particulière. Aksum peut réserver des cartes avec des jetons de points de victoire, en utilisant sa politique culturelle des routes commerciales et maritimes. Il y a les Mongols, je vous ai expliqué ce que les Mongols faisaient, et les Grecs qui n'ont pas de règles spécifiques. À chaque fois, à la fin, vous trouverez une petite explication du peuple, et s'il y a une règle particulière, c'est indiqué à cet endroit-là. Donc maintenant que je vous ai fait les règles générales en plus avec les règles d'espionnage, ça va être un petit peu plus simple. Je vais vous expliquer les particularités des 2 autres boîtes, c'est-à-dire la boîte exploration et la boîte négoce. Je vais enlever tout ça et je vais juste vous montrer le matériel spécifique à chaque boîte. Et on se retrouve ici donc avec les civilisations de la boîte de négoce. Elle va proposer les Maliens, les Aztèques, ainsi que les Japonais. La règle particulière des Maliens, le Mali ne peut conquérir des provinces qu'en payant de l'or au lieu du militaire. Lorsque le Mali conquiert une province, il gagne 1 or. Les Aztèques, quant à eux, ils ont 6 marqueurs provinces à utiliser sur les provinces avec la connaissance jardin flottant. Ces marqueurs peuvent être placés sur leur province et ajoutent leur type à la province. Une province peut donc avoir plusieurs types, mais pas 2 fois le même. Lors de la mise en place, vous allez rajouter les cartes ville libre. Vous mélangez les cartes ville libre et vous les placez face cachée entre les cités des joueurs. Vous créez la piste de ville libre en révélant les 3 cartes du sommet. Puis vous placez les cartes face visible et vous laissez un espace de chaque côté des cartes. C'est-à-dire qu'entre les 2 joueurs, il y aura 3 cartes comme ceci. Vous allez donc, avec ce module-là, pouvoir faire l'action avec votre ambassadeur, qui est l'action de négocier. Cette action vous permet d'envoyer votre ambassadeur négocier avec les villes libres. Chaque joueur peut utiliser l'action de son ambassadeur pour négocier avec une ville libre une fois par manche. Vous placez un jeton action sur votre ambassadeur, puis vous choisissez une carte ville libre, et vous placez un or de votre réserve et un jeton action de votre côté de la carte choisie. Puis vous activez son effet négocier. Vous voyez, l'effet est indiqué ici. Certaines cartes développement indiquent négocier gratuitement. Dans ce cas, vous placez un jeton action sur une carte ville libre de la piste ainsi qu'un or pris dans la réserve générale, puis vous activez l'effet de la carte choisie. Si vous avez 4 or ou plus de votre côté d'une carte ville libre, vous allez prendre la carte. Vous défaussez l'or et les jetons action présents des 2 côtés de la carte, puis vous la placez face visible à côté de votre cité avec un jeton action dessus. Puis vous prenez une nouvelle carte libre de la pioche que vous remplacez. Vous pouvez avoir plusieurs villes libres à côté de votre cité. Sur votre grille, vous les placez sur le côté. Si vous avez une ville libre près de votre cité, vous pouvez utiliser l'action de votre ambassadeur sur cette carte sans payer d'or. Vous mettez un jeton action sur la carte ambassadeur et sur la carte ville libre pour indiquer qu'elles ont été utilisées durant la manche. Si vous avez utilisé une carte négociée gratuitement avec une ville libre près de votre cité, vous le faites sans payer d'or. Rappelez-vous bien, vous ne pouvez négocier avec chaque ville libre qu'une seule fois par manche. Donc ceci est pour le module de négoce. On va passer maintenant au dernier module qui est l'exploration. Donc là nous sommes avec les civilisations et les spécificités de la boîte exploration. Vous avez les Chinois qui n'ont pas de règles particulières, les Égyptiens non plus, ainsi que les Danois. Les 3 n'ont aucune règle particulière, contrairement à d'autres civilisations d'autres boîtes. Lors de la mise en place,
Vous allez trier les cartes exploration par R, 1, 2 et 3, et vous les mangez séparément pour chaque période, puis vous placez chaque pile face cachée au-dessus des cartes bâtiments de base. C'est-à-dire que vous allez faire une autre rangée face cachée près des bâtiments de base. Et vous placez les 3 piles dans l'ordre de gauche à droite, R1, R2 et R3. Comme vous voyez, c'est indiqué au dos des cartes. Vous laissez une zone de défausse sous chacune des 3 piles des cartes exploration. Donc l'action que vous pouvez faire avec votre ambassadeur est l'action d'explorer. Vous pouvez explorer une fois par manche. Pour cela, vous allez payer un coût militaire qui correspond à l'aire de la pile exploration choisie. Plus 1 par carte que vous piochez, donc au minimum une carte. Vous ne pouvez piocher que dans la pioche de l'ère en cours ou dans celle d'une ère antérieure. Par exemple, pendant l'ère 2, et que je veux tirer 2 cartes de cette pioche. Le coût est de 2 pour piocher de l'ère 2, et 2 de plus quand je veux piocher 2 cartes. Ça serait donc 4, je paierai 4 militaires. Une fois ce coût payé, vous placez un jeton action sur votre carte ambassadeur et vous piochez le nombre de cartes correspondant dans la pioche d'exploration de l'ère choisie. Vous choisissez une seule carte et vous défaussez les autres. Vous réalisez tous les effets de la carte choisie, puis vous la défaussez. Certaines cartes indiquent de la conserver car elles rapporteront des points en fin de victoire. Gardez ces cartes face visible à côté de votre cité pour le décompte final. Si vous souhaitez piocher une carte dans une pioche d'exploration vide, vous mélangez la défausse correspondante, puis vous reformez la pile. Si vous explorez ou gagnez des cartes exploration par l'action d'une autre carte, cela ne compte pas comme votre action ambassadeur durant cette manche. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de toutes les règles. Je vais maintenant vous dire la terminologie du jeu, comme ça vous avez une grande idée ou si vous cherchez ces mots-là. Dans le jeu, vous allez trouver ces termes suivants. Acquérir. Lorsque on demande d'acquérir, vous prenez une carte en payant son coût et vous le placez sur le dessus de votre pioche cité, s'il s'agit d'une carte développement. Les barricades et les provinces sont placées sur votre pile de province. Archiver. Lorsque vous archivez une carte, vous retirez du jeu une carte inactive de votre cité. Vous archivez une carte à laquelle est associée une connaissance, vous défaussez la carte connaissance et vous rangez vos cartes archivées sous votre chef de guerre. Les bâtiments de base, ce sont ateliers, laboratoires, champs de tir et barricades. Chaque fois que les effets suivants se déclenchent automatiquement pendant les tours des joueurs et peuvent être répétés. Copier. Utilisez les effets d'une autre carte, même si cette carte a déjà été activée lors de cette manche. Les ressources générées par l'activation de la carte, dans le coin supérieur droit, sont générées à nouveau. Vous ne pouvez copier que les effets de votre carte citée ou d'une de vos politiques culturelles que vous avez développées, sauf spécifié autrement. Construire une section de merveilles. Soit vous acquérez une merveille de la piste de développement et vous construisez la première section, soit vous complétez une merveille et vous construisez la seconde section. Vous ne pouvez pas faire les deux au cours de la même action. Défausser. Lorsqu'une carte de la piste de développement est défaussée, vous la placez dans la défausse de développement à côté de la piste, face visible et perpendiculairement. Lorsqu'une carte de votre cité est défaussée, choisissez n'importe quelle carte active dans votre cité et mettez-la dans votre pile de défausse. Ne confondez pas cette pile de défausse avec la pile de défausse de la piste de développement. Lorsque c'est une carte exploration qui est défaussée, vous la mettez dans la défausse correspondante. Vous pouvez regarder les cartes de votre défausse à tout moment. Effet bonus. Effet au bas d'une politique culturelle qui est immédiatement gagnée lorsque cette politique est développée et à chaque fois que d'autres politiques sont développées. Explorer X gratuitement signifie tirer X cartes de la pioche exploration correspondante sans en payer le coût. Vous en choisissez une et vous appliquez les effets. Gagner une carte, c'est acquérir une carte sans en payer le coût. La première fois, les effets suivants sont automatiquement appliqués lorsque la condition spécifiée se produit. Ceci ne compte pas comme votre action pour le tour. Une fois cette action résolue, placez un jeton action sur la carte. Payer. Certains effets nécessitent que vous payiez avec des ressources. Celles-ci doivent être prises dans votre réserve personnelle et remises dans la réserve générale. Pendant l'activation de la cité, les effets qui suivent cette mention doivent être appliqués pendant l'activation de la cité dans l'ordre de votre choix. Une fois cette action résolue, vous placez un jeton action sur la carte. Piochez X cartes, vous tirez le nombre de cartes spécifiées du dessus de votre pioche cité. Si une action nécessite de piocher une carte dans votre pioche cité et que vous n'en avez plus, vous ne piochez pas de carte. Politique culturelle active, la politique culturelle du sommet, c'est-à-dire celle que vous avez développée le plus récemment. Prenez l'avantage sans payer le coût de cette action. Retirez tous les jetons ressources présents sur la table. Retirez tous les jetons ressources présents sur la carte. Province contrôlée, vous contrôlez une province tant qu'elle se trouve dans votre pile de province à côté de votre cité. Renforcée, redressez une carte activée de votre cité, ne la défaussez pas à la fin de la manche, ainsi cette carte sera toujours dans votre cité à la prochaine manche. Si vous renforcez une carte à laquelle est attachée une connaissance, vous défaussez la carte connaissance. Réservez, prenez la carte choisie et placez-la à côté de votre cité. Vous êtes le seul à pouvoir l'acquérir plus tard en payant le coût. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cartes réservées en même temps. Ressources de base, ce sont la production, la science et le militaire. L'or et la culture ne sont pas des ressources de base. Certains effets, comme celui de la mine, ne peuvent être résolus que si vous avez gagné une quantité spécifique de ressources cette manche, soit pendant l'activation de la cité, soit plus tard dans la manche. Ces ressources ne sont pas dépensées pour remplir la condition. Vous pouvez toujours les utiliser après avoir résolu l'effet. Si vous avez déjà dépensé des ressources spécifiées sur la carte, vous pouvez toujours effectuer l'effet car vous les avez effectivement gagnées avant d'activer cet effet. Utilisez une carte. Lorsque vous utilisez une carte, vous gagnez immédiatement les ressources qu'elle génère. Vous pouvez également utiliser son effet, s'il y en a un. Défaussez ensuite la carte dans la zone de défausse correspondante. Ce sont des effets optionnels que vous pouvez choisir d'ignorer. Ces effets sont permanents et ne comptent pas comme une action pour le tour. Vous pouvez utiliser ces cartes plusieurs fois au cours d'une manche. Avant de passer à mon avis, je vais quand même aussi vous montrer quelque chose qui est, je pense, relativement important. Vous avez ici tous les illustrateurs du jeu. Il y a vraiment une grande équipe qui a participé et chaque
civilisation a donc vraiment une identité graphique qui est vraiment très agréable. Qu'ai-je pensé du jeu ? Le jeu est conçu autour d'un principe simple mais efficace. Vous et votre adversaire êtes les dirigeants de civilisations antiques, chacun cherchant à prendre le dessus sur l'autre en développant sa ville, en étendant ses territoires et en développant ses politiques culturelles. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une profondeur stratégique fascinante. L'interaction avec les cartes et les ressources disponibles fait de chaque tour un véritable casse-tête tactique. Dès le début, chaque joueur choisit une civilisation et dispose de son propre deck de cartes. Le jeu prend place au fil des différentes ères où vous évoluez et accédez à de nouvelles possibilités au fur et à mesure que vous progressez. Mais Monumental Duel n'est pas seulement une question de développement, il s'agit aussi de dominer son adversaire, d'acquérir plus de provinces et de mener à bien des merveilles. Le véritable enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre expansion, développement interne et gestion des ressources. La structure du jeu repose sur un système de cartes et d'actions qui se déroule en plusieurs phases au cours de chaque tour. Vous devez gérer vos ressources de manière à maximiser vos chances de progression. Le jeu est ponctué de choix importants. Quel bâtiment construire, quelles ressources privilégier, quelle action utiliser pour affaiblir l'adversaire sans trop compromettre votre propre développement. Une des forces principales du jeu réside dans sa mécanique de développement de civilisation via les cartes. Celles-ci permettront non seulement de construire des bâtiments essentiels pour l'expansion, mais aussi d'acquérir des provinces, de développer des politiques culturelles ou de compléter des merveilles. Chacune de ces actions ayant une influence directe sur le score final. Les cartes sont tirées de plusieurs piles et la gestion de ces dernières s'avère cruciale. Vous devez anticiper les mouvements de l'adversaire tout en développant une stratégie à long terme. Et avec les différents modules, la négociation, l'espionnage et l'exploration, qui apportent chacun une dimension nouvelle au jeu. Ce qui rend Monumental Duel vraiment captivant, ce sont les modules qui peuvent être ajoutés pour enrichir l'expérience. Ces modules modifient les règles du jeu, apportant des couches supplémentaires de stratégie. Ce ne sont pas seulement des cartes en plus, mais cela devient des éléments clés pour influencer les résultats. La rejouabilité est l'un des grands atouts du jeu. Grâce à la possibilité de mixer les modules négociation, espionnage et exploration, chaque partie peut être abordée sous un angle stratégique différent. Vous pouvez vous concentrer sur une expansion militaire ou une exploration rapide, ou privilégier une stratégie fondée sur des alliances politiques et un espionnage minutieux pour manipuler votre adversaire. Ces choix sont les éléments qui rendent chaque partie unique, car aucun joueur ne peut se contenter de la même stratégie à chaque fois. Ce n'est pas un jeu où vous pouvez vous concentrer uniquement sur vos propres cartes, il est essentiel de suivre les actions de l'adversaire et de vous adapter en conséquence. Monumental Duel est un jeu d'une grande profondeur qui sera ravi aux amateurs de stratégie pure et les fans de jeux avec une forte interaction entre joueurs. Chaque décision a un impact, chaque tour amène son lot de nouvelles possibilités et de surprises. Les différentes boîtes, négociations, espionnage et exploration rajoutent des couches supplémentaires qui enrichissent chaque partie et augmentent la rejouabilité du jeu. C'est un jeu pour ceux qui aiment les défis intellectuels où l'anticipation des actions de l'adversaire, la gestion des ressources et la manipulation stratégique sont essentielles. C'est un jeu qui pousse à la réflexion, mais aussi à l'adaptation constante, car chaque partie est différente de la précédente. C'est une petite pépite du jeu de société moderne. Un jeu où chaque duel devient une expérience aussi palpitante qu'intellectuellement stimulante. Donc voilà pour cette vidéo que j'espère relativement complète sur Monumental Duel et les 3 boîtes qui sont proposées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!